votre réseau, quoi. Ok, si c'est ça, je vais présenter un peu eBooster. Et suite à ça, après aussi, je vais essayer d'introduire pour que vous puissiez. Parfait. Un accélérateur d'entreprise qui accompagne les entreprises dans leur croissance, qui a un incubateur en même temps, qui a un Farm Lab, et aujourd'hui qui forme les jeunes dans le développement de l'entreprise, dans la création d'entreprise, et en même temps accompagne les grandes entreprises. eBooster est en partenariat aussi avec le CGA de Matam, qui permet d'accompagner aussi les entreprises à travers le CGA pour leur comptabilité et tout ça. Et aujourd'hui, eBooster est installé à Conakry, installé à Mamou, et à l'Institut de Dalaba et à l'Abbé. Donc, c'est un peu ça les activités d'eBooster. On évolue dans les entreprises urbaines et dans les entreprises relatives à l'agrobusiness, à la pisciculture, à l'élevage. Et je pense que c'est dans ces activités-là. Puis dans la technologie aussi, surtout l'informatique, le développement web. On accompagne beaucoup d'entreprises. Il y a même certains sites qui sont dans le domaine de la santé, comme Santia, qui ont développé des applications relatives à comment accompagner le monde de la santé à travers un digital pour que, par exemple, une adresse numérique digitale au fait de la santé, c'est-à-dire un carnet digital qui permet de suivre le médecin, les patients et le médecin, partout où le patient ira, s'il est enregistré au niveau de la plateforme, il voit carrément le bilan du patient et en même temps où le patient est passé, quelles sont les maladies qu'il a déjà suivies. Donc, on touche presque beaucoup de domaines. Et il y a certaines entreprises ici qui sont dans le domaine informatique, d'autres sont dans le domaine de la logistique. Il y a beaucoup d'entreprises carrément qu'on suit à travers la Guinée. D'accord. Et on a associé aussi, c'est-à-dire on a signé des partenariats avec d'autres structures aussi, telles que la Jeune Chambre de Guinée à travers son réseau d'affaires, où on accompagne les jeunes entrepreneurs venant de cette association de jeunes leaders de Guinée. Et actuellement, on évolue plus à l'intérieur du pays, surtout dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, on est en train de développer plus le secteur de la pisciculture, surtout côté aquaponie, pour permettre aux gens de pouvoir cultiver en saison, parce que c'est ce qui est le plus important ici. Parce que la plus grande partie des agriculteurs qui en fonction des saisons. Maintenant, on veut aller au-delà de ça pour qu'ils puissent cultiver hors saison. Donc, qu'ils puissent produire, par exemple, des produits maraîchers pour que la population puisse bénéficier. Donc, c'est un peu ça que nous faisons. Très bien. Les espaces aussi, on fait mieux aux entrepreneurs. Ok, merci beaucoup donc à eBooster et à toutes les entreprises que vous avez accompagnées et qui sont présentes aujourd'hui. Donc moi je suis Emmanuel Boquet de la société Green Tech Capital Partners et je viens vous présenter Axum, qui est une plateforme de mise en relation entre des investisseurs internationaux et des startups africaines. Donc on va en parler un petit peu, savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et comment concrètement chacune des entreprises ici présentes aujourd'hui peut bénéficier de cette plateforme et comment on va vous aider à vous y intégrer. Donc, je vais peut-être commencer directement je vais peut-être directement partager mon écran. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vous ai partagé dans le chat
un lien avec l'adresse de la plateforme qui s'appelle donc axum.africa. Bon, après, c'est une plateforme web, hein, donc c'est... Alors, attendez, j'ai une erreur de partage d'écran parce que ben, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai une erreur de partage d'écran. Rosine, est-ce que tu peux partager ton écran? Oui, je peux partager mon écran. C'est juste pour montrer la page d'accueil. Hein, D'accord. L'idée, c'est pas de vous faire une démonstration complète de la plateforme. Hein, on n'a pas le temps pour ça et je ne veux pas vous casser les pieds avec une plateforme. Tout le monde a déjà vu ce que c'est qu'une plateforme web. Hein, on s'inscrit avec un login, un mot de passe. Vous avez un profil, donc là, en l'occurrence, qui sera un profil d'entreprise. Et ce profil d'entreprise, donc de start-up, il sera présenté, montré à des investisseurs qui vont vous contacter pour un potentiel investissement. Donc voilà à quoi ressemble la plateforme. Donc son adresse est donc axum.africa. Et donc ce que vous voyez tout en haut de l'écran, c'est la partie la plus importante, c'est la seule dont je vais parler vraiment concernant la plateforme, c'est qu'il y a 3 clés d'entrée. Vous voyez en haut, alors c'est en anglais, mais il y a une version française également, hein, mais donc en anglais, c'est Investor, Company et Ecosystem Enablers. Ce sont les 3 clés d'entrée. Donc, c'est-à-dire que viennent sur cette plateforme des entreprises qui sont des investisseurs. Alors, investisseurs, c'est toutes les tailles d'investisseurs. Ça va du petit business angel jusqu'aux grands fonds de coopération internationale comme la GIZ ou comme l'Agence française de développement, avec toutes les tailles de fonds intermédiaires. Donc ça, c'est le premier acteur. Et donc le rôle de GreenTech, qui est le garant de la plateforme, c'est de faire venir des investisseurs sur la plateforme. Donc GreenTech, c'est son métier, hein, donc on a 350 investisseurs dans notre carnet d'adresses. La semaine prochaine, il va y avoir un grand événement de lancement auprès des investisseurs. Et donc, on attend 200 investisseurs pour leur faire une démo de la plateforme. Actuellement, la plateforme est encore en version bêta. On vient de la lancer. C'est en cours privé. Donc, pour l'instant, on vous la montre et on va vous aider à vous y inscrire, mais on n'inscrit pas n'importe qui. On ne propose pas l'inscription à la plateforme pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle start-up ou n'importe quel investisseur. Donc, semaine prochaine, il y a 200 investisseurs qui arrivent. Le deuxième onglet que vous voyez, c'est l'onglet compagnie, donc c'est les entreprises, les start-up. Et donc, c'est vous ici présents qui passerez par là. Et donc, vous allez créer votre compagnie, votre entreprise, votre start-up de façon à attirer des investisseurs. Et puis enfin, le troisième onglet, c'est peut-être ce qui caractérise, ce qui est le plus spécifique à cette plateforme, c'est que les startups ne sont pas présentées toutes seules, parce qu'on s'est rendu compte que les investisseurs internationaux, donc par exemple, je sais pas moi, un financier à Londres, s'il veut investir en Afrique pour des raisons personnelles, parce que peut-être qu'il est d'origine africaine, il va pouvoir trouver des entreprises et des startups en Afrique, mais il va avoir énormément de mal à leur faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas les personnes, il ne connaît pas le terrain. Et donc, la startup va lui dire, nous, on est valorisé à 1 million de dollars, on veut que vous nous donniez 100 000 dollars pour 10% de capital, on fait 150 millions de francs de chiffre d'affaires chaque semaine. Et l'investisseur, il ne sait pas trop quoi faire de ça. Il a besoin d'une contre-information, il a besoin de contrôle, et il ne peut pas faire ça lui sur place. Et c'est là qu'interviennent des gens comme eBooster, des gens comme en fait, tout l'écosystème qui est autour des startups, comme le centre de gestion agro, comme eBooster, comme GreenTech Capital, qui est également présent sur le terrain en Afrique, dans différents pays, en Guinée. Et donc, tous ces écosystèmes, tous ces acteurs de l'écosystème, ils vont valider les données des différentes startups. Ils vont dire, oui, cette startup, on la connaît, on a déjà travaillé avec eux, en effet, c'est une vraie entreprise, ils font vraiment du business. Et si l'investisseur le souhaite, ils peuvent exécuter une mission de due diligence, c'est-à-dire d'enquête et d'analyse auprès de l'entreprise pour
analyser les résultats financiers, pour récupérer les documents juridiques, pour faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre d'un investissement. Parce qu'évidemment, quand on donne de l'argent, quand on prête de l'argent, quand on échange de l'argent en échange d'actions pour des valeurs importantes, il y a tout un ensemble de vérifications qui ont lieu avant l'investissement, ce qui s'appelle la due diligence, et c'est là que l'écosystème intervient. Et donc, c'est ce qui permet d'accéder à des financiers qui sont en Allemagne, qui sont en France, qui sont en Hollande, qui sont en Angleterre, qui sont même en Chine ou aux États-Unis. L'idée étant que ces personnes-là qui n'ont pas de connaissance du terrain, qui n'ont pas de connaissance du pays, qui n'ont pas de connaissance du marché, vont être appuyées par des acteurs locaux qui sont reconnus par tous, comme eBooster, et qui vont pouvoir vérifier et confirmer les informations partagées par les entreprises. Voilà un premier tour d'horizon du concept. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions ou est-ce qu'il y a des choses que je pourrais préciser par rapport à ce que je viens de dire ? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole directement. Et puis sinon, si vous n'avez pas envie, vous pouvez également écrire dans le chat, dans la discussion Google Meet, vous pouvez écrire vos questions et j'y répondrai. Alors, je vais d'ores et déjà, en attendant que les questions viennent et que vous osiez prendre la parole, mais ça va vraiment être interactif. L'idée n'est pas de vous faire une longue présentation. L'idée, c'est vraiment de discuter avec chacun d'entre vous de la situation de votre entreprise, de ce que vous avez comme information, de ce qui vous manque, de ce que vous voulez, ce que vous recherchez comme financement. Voilà, on va vraiment discuter en one-to-one avec tous et chacun d'entre vous. La première question qu'on me pose en général, c'est combien ça coûte? Et donc la réponse est c'est gratuit. Donc c'est gratuit à la fois pour les entreprises et c'est gratuit pour les startups. Pardon, c'est gratuit pour les entreprises et les startups, c'est aussi gratuit pour les enablers, les hubs, les accélérateurs, les incubateurs, puisque finalement dans cet écosystème, ceux qui ont de l'argent, ce sont les investisseurs. Donc dans l'équation, ce sont les investisseurs qui payent pour avoir accès à des opportunités d'investissement. Les startups et les incubateurs, c'est un service qui leur est fourni entièrement gratuitement. Est-ce qu'on a une première question? C'est toujours un peu timide au début, il n'y a pas de souci. Mais cela dit, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions idiotes, n'hésitez pas, on est entre nous. Il y a le représentant, l'administrateur du CGA de Matin qui veut poser une question. Oui, on l'écoute. Ok, moi je voudrais juste savoir par rapport au financement de ces entreprises, des startups, quelles sont les modalités de financement qu'on va mettre en place entre les incubateurs, les CGA et les autres entreprises. Alors, je n'ai pas bien compris la fin de votre question. Quelles sont les modalités d'accès au financement, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, globalement, les financements, vous avez compris, ce n'est pas la plateforme qui donne les financements, c'est la plateforme qui permet à des investisseurs et des financiers de contacter des startups. Donc, concrètement, les conditions, ce sont les investisseurs qui les fixent. Et chaque investisseur a ses propres conditions. Donc, par exemple, si un investisseur, c'est par exemple un fonds d'investissement comme Partech, eux, ils ont des critères, c'est-à-dire qu'ils investissent dans des entreprises de telle taille à telle taille, ils investissent de tel à tel montant et ils se spécialisent dans tel et tel secteur.
Par contre, un autre fonds d'investissement va lui être spécialisé dans un autre secteur, va être spécialisé dans d'autres pays, va donner des montants différents, va exiger des contreparties différentes. Peut-être qu'une banque, par exemple, elle va même pas proposer de participation dans les entreprises, elle va proposer des financements sous forme de prêts avec intérêt ou même des prêts sans intérêt. Il y a des prêts à taux zéro, par exemple. On a d'autres structures qui sont plutôt des fondations qui vont proposer des subventions. Donc là, ça, c'est carrément de l'argent gratuit. Mais évidemment, les fondations, elles ont des exigences, c'est-à-dire qu'elles ne proposeront ces subventions qu'à des entreprises qui correspondent au profil qu'elles recherchent, c'est-à-dire peut-être des entreprises gérées par des femmes qui ont une action de protection de l'environnement. Je dis une bêtise qu'on entend souvent. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une règle, mais en fait, il y a autant de règles que d'investisseurs. Et donc, finalement, ce sur quoi il faut se reposer, c'est d'une part, il faut que votre profil entreprise dans Axum soit aussi attractif que possible. Et pour ça, je dispose d'une équipe dont Rosine fait partie, qui est à votre disposition, à chacun d'entre vous, pour vous accompagner, vous conseiller, pour que vous ayez un profil qui soit vraiment convaincant pour n'importe quel investisseur, en sachant qu'évidemment, on ne peut pas être attractif pour n'importe quels investisseurs, puisqu'il y a des investisseurs, eux, ils sont intéressés que par l'Égypte et le Maroc, par exemple. Là, on ne peut rien faire pour eux. Par contre, on en a qui sont des Guinéens qui ont fait fortune à l'étranger et qui veulent réinvestir en Guinée. Et là, on est déjà plus dans la cible. On a des structures guinéennes d'investissement. On a et puis on a des structures qui sont prêtes à investir dans n'importe quel pays d'Afrique, mais seulement dans l'agriculture, ou bien seulement dans l'éducation, ou bien seulement dans la technologie. Donc, il faut que vous ayez une vision, vous, de ce que vous cherchez, du type d'investissement que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez un investissement en capital? Est-ce que vous cherchez de l'argent pour votre fonds de roulement? Est-ce que vous cherchez une subvention? Et en fonction de ce que vous cherchez, il faut avoir un dossier aussi bon que possible, en sachant que le dossier type, les documents de base, ceux que presque tout le monde va vous demander, que ce soit un fonds d'investissement, une banque ou une fondation, c'est toujours quasiment la même chose pour commencer. C'est généralement, le premier document, c'est un pitch deck, c'est-à-dire un petit document PowerPoint ou PDF qui présente l'entreprise, ses enjeux, ses solutions, ses moyens, ses résultats, ses besoins. C'est généralement 10 pages, très vite lues. Ça, c'est la première chose que tout le monde va vous demander. Donc ça, si vous n'en avez pas, je vous recommande vraiment d'en avoir un. eBooster peut certainement vous conseiller et vous appuyer pour le constituer. Le second élément qu'on va vous demander certainement, ce sont des documents juridiques pour s'assurer que vous êtes bien une entreprise qui existe, que votre statut correspond à ce que vous dites que vous faites. Ça, c'est vraiment la base de la base. Et ensuite, assez probablement, on va vous demander des documents financiers, puisque la plupart, par exemple, si on vous accorde un prêt, on va s'assurer, avant de vous donner l'argent, que vous avez la capacité de rembourser. Et on ne va pas s'appuyer que sur votre bonne foi et votre engagement, on va s'appuyer sur vos revenus passés. Et donc, pour ça, on va vous demander sans doute des bilans, des comptes de résultats, enfin, ce que vous avez en fait. Mais il va falloir montrer que vous avez des revenus à telle ou telle hauteur. Et donc, ça, c'est le troisième type de document qu'on demande presque systématiquement. Et puis après, selon les cas, certains investisseurs vont vous en demander plus. Par exemple, un document qu'on demande assez souvent quand on investit dans votre capital, c'est le tableau de capitalisation. Le tableau de capitalisation, c'est un grand mot pour dire c'est la liste de vos actionnaires avec le pourcentage que chacun détient. Et puis, selon les cas, il peut y avoir d'autres documents. Et donc, tous ces documents qui sont des documents un peu sensibles et confidentiels, ce sont des documents que vous n'allez pas mettre dans votre profil Axum. Ce sont des documents que vous allez mettre dans votre data room Axum. Alors, une data room, ça veut dire quoi? C'est un coffre-fort de données. Et cette data room, elle est privée, donc personne n'y a accès. Il contient vos documents confidentiels. Et lorsqu'un investisseur prendra contact avec vous dans Axum, donc je ne sais pas, par exemple, l'AFD prendra contact avec vous en disant voilà, ce que vous faites, c'est vachement intéressant, est-ce qu'on peut en savoir plus?
Est-ce que vous pourriez nous partager votre pitch deck, par exemple? Eh bien là, vous irez dans votre data room et vous cocherez pitch deck et vous le partagerez avec l'AFD et seulement avec l'AFD et seulement votre pitch deck. Vous leur partagerez éventuellement vos documents financiers dans un deuxième temps. Donc, vous pouvez avoir une data room en plusieurs parties, une partie que vous montrez au début, une partie avec des documents plus confidentiels, mais c'est le coffre-fort de données qui va vous servir à communiquer avec les investisseurs. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est bon. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Donc, moi, j'ai une question par rapport au taux. En fait, les investisseurs, ils sont en mesure ils peuvent investir à quelle hauteur? En fait, il y a un montant barème ou c'est pas un plafond? C'est la deuxième question la plus posée. Alors, en fait, tout dépend de l'investisseur. Par exemple, un business angel. Donc, un business angel, c'est une personne privée qui a fait un peu d'argent quelque part. Et donc, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément très riche, mais qui a un petit trésor de guerre dans un coin et qui se dit « je voudrais investir au pays ». Il peut vouloir investir quelque chose. Alors, je vais parler en dollars parce que je ne vous cache pas que moi, je suis à Dakar, donc je parle en franc CFA et le franc guinéen, je suis un peu à la rue. Donc, je vais parler en dollars pour faire simple, ou en euros, ce qui revient à peu près au même, je vous laisse convertir. Donc, il va vouloir investir peut-être 10 000 $ ou 50 000 $. C'est ça l'ordre de grandeur de ce qu'un business angel va pouvoir investir. Certains ils ont fait des fortunes en millions et ils peuvent investir plus. Mais généralement, c'est des petites sommes. Les banques, également, généralement, elles prêtent des petites sommes. Alors, ça peut aller très loin avec une banque, mais il faut avoir des garanties et des trucs. Donc, généralement, la banque, elle prête des petites sommes. Là aussi, souvent, c'est des sommes du genre 50 000 $, 100 000 $. Vous avez ensuite des fonds d'investissement qui investissent 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $ jusqu'à 1 million de dollars. Après, vous avez des grands fonds d'investissement et des organismes de coopération internationale qui investissent au minimum plusieurs millions de dollars. Et puis, vous en avez même qui investissent des dizaines de millions de dollars, mais ça, on n'en voit pas tellement en Afrique, en tout cas pour l'instant. Donc, tout ça pour dire que finalement, il n'y a pas une somme. Et peut-être même si je descends tout en bas de l'échelle, vous avez peut-être des subventions. Vous allez avoir des subventions peut-être de 5 000 $, peut-être de 2 500 $, parce qu'ils vont vouloir donner une petite somme à des tout petits entrepreneurs pour les aider à leur démarrage. Donc, voilà, il n'y a pas de plafond et il n'y a pas de plancher. En fait, tout dépend de la maturité de l'entreprise, de sa capacité à absorber l'argent et à le transformer en valeur ajoutée. Donc, si vous êtes une grande entreprise, que vous avez une grosse usine, que vous avez 250 employés, évidemment, on ne va pas vous proposer 50 000 $. On va vous proposer beaucoup plus. Inversement, vous êtes seul, vous avez un demi-associé, vous gagnez péniblement votre vie depuis quelques mois avec votre entreprise, ben, on ne va pas vous proposer 200 000 $. On va vous proposer des sommes bien plus petites. Donc, finalement, ce n'est pas tellement la question des investisseurs, c'est plutôt la question de l'entreprise et de sa capacité à tirer profit de manière démontrable des sommes qu'elle demande. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, j'ai une question. Je suis Éloi César. Je suis Éloi César Tonon, gérant de la société LCT Multiservices, une entreprise qui intervient principalement dans l'agrobusiness, la production, transformation et commercialisation des produits agro-pastoraux. Donc, ma question est la suivante. Quelles sont les garanties souvent qui sont exigées par les investisseurs? Ou est-ce que votre structure a pensé à un mécanisme de facilitation des garanties pour les entreprises? Parce que par expérience, les investisseurs
très généralement, donc, ils les exigent des garanties. Donc, ils sont un des obstacles pour la PME en levée des fonds. Entre autres garanties qui reviennent très souvent sont les hypothèques. Donc, je ne sais pas s'il y a des facilités. Alors, les garanties, c'est effectivement quelque chose, mais uniquement dans le domaine des prêts. C'est-à-dire que les investisseurs qui investissent dans votre capital, ils n'ont pas besoin de garantie, eux, ils ont besoin de certitude. Donc, ils ont besoin que vous leur démontriez par vos résultats financiers, par votre engagement, par votre vision, par votre croissance. Ils ont besoin que vous leur démontriez que vous allez valoir demain bien plus que ce que vous valez aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour ceux qui investissent en capital. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner de l'argent en échange d'un pourcentage minoritaire de votre entreprise. Donc, pour eux, pas de garantie, mais c'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les entreprises qui ont une très forte capacité de croissance. Pour les entreprises qui ont besoin d'argent remboursable, c'est-à-dire qu'on va vous prêter une somme X et vous allez rembourser en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans, donc ça c'est simplement un prêt. Alors tout dépend du montant du prêt. Sur des petits prêts, parfois les institutions financières ou les banques prennent le risque. Elles sont capables de prêter 20 000 $, jusqu'à 50 000 $ sans trop de garantie. Ça dépend vraiment de qui c'est. Par exemple, l'Agence française de développement propose des prêts à taux zéro jusqu'à 50 000 $, je crois. 50 000 €, ça fait un peu plus, ça fait 70 000 $. Et n'exige pas de garantie en face. Par contre, ils regardent en détail les revenus de l'entreprise, ils regardent l'existence de l'entreprise, voilà, ils se renseignent un petit peu avant. Maintenant, et pour les fondations qui donnent des subventions, eux, généralement, ils ne demandent pas de contrepartie. Par contre, en effet, les banques classiques, elles demandent des garanties et malheureusement, il n'y a pas de 36 solutions. C'est soit vous avez effectivement quelque chose qui a une valeur comme un terrain, une maison, un immeuble, qu'il est possible d'hypothéquer, et donc ça constitue la garantie pour la banque, ou bien il existe un fonds de garantie national, et ça peut pas être quelque chose d'international, hein. Il faut que ce soit un fonds de garantie national, mais je crois que ça existe en Guinée, qui fournit une garantie complémentaire, c'est-à-dire qu'ils disent nous on garantit le prêt jusqu'à hauteur de 50% ou X%, et ça facilite la tâche de la banque. Mais évidemment, l'organisme de garantie, il va vous demander des documents, il va vous demander un certain nombre de conditions aussi. Donc vous vous trouvez face finalement à deux interlocuteurs pour obtenir votre prêt, mais ça peut débloquer la situation si vous n'avez pas de biens à hypothéquer, ce que je comprends, ce qui est généralement le cas. Il y a peu d'entrepreneurs qui disposent d'un bien de grande valeur, et puis même s'ils en avaient un, ils n'ont pas forcément envie de l'hypothéquer vis-à-vis d'une banque. Est-ce que ça répond au moins partiellement à votre question? Oui, ça répond partiellement, oui, c'est bon. Merci. Merci. Je suis Passa Limatou, je suis PDG de l'entreprise Boliba événementielle. J'évolue dans le cadre d'événementiel, restauration et formation. Donc, ma question est la suivante. En plus des investissements que vous apportez, est-ce qu'il y a des procédures disponibles à remise à niveau des entreprises pour réorienter dans le souci de mieux gérer le fonds que vous pourrez, par exemple, gérer à l'interne? Alors, pour l'instant, les structures qui sont susceptibles de vous accompagner à vous structurer et à mieux gérer votre entreprise, vous êtes assis dans leur local ou vous êtes assis à leur côté. C'est-à-dire qu'il s'agit donc de structures locales comme eBooster, comme le centre de gestion agréé de Matam. Il est difficile pour le moment de vous proposer depuis l'étranger, puisque moi je suis à Dakar au Sénégal, GreenTech, son siège est à Francfort en Allemagne, les financiers sont souvent également en Europe. C'est difficile de vous aider à distance sans connaître par cœur
le contexte local, sans pouvoir vous aider vraiment sur le terrain. Et donc, c'est là que des structures comme eBooster sont vraiment mieux placées que nous pour pouvoir vous accompagner. Et on peut peut-être discuter en triangle avec eux. Hein. Nous, on n'est pas opposé à vous conseiller. Et c'est la raison pour laquelle je dispose de toute une équipe pour vous aider dans Axum. Mais c'est vrai que mon équipe ne sera pas outillée pour vous aider à valider un bilan comptable ou à établir des documents juridiques ou même à fignoler un pitch deck. Donc c'est là vraiment que des structures comme eBooster sont irremplaçables et elles sont bien mieux placées que nous puisqu'elles sont vraiment à vos côtés et c'est toujours plus facile en présentiel. Je suis désolé de répondre un peu par une pirouette. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'ai une autre question. Je voulais savoir, Axum, qu'est-ce que Axum gagne en retour dans cette démarche de recherche de financement? C'est une question très légitime. Axum gagne du côté des investisseurs. En fait, dans cette histoire, les startups, elles n'ont pas d'argent puisqu'elles en cherchent. Les incubateurs, accélérateurs, ils n'ont souvent pas beaucoup de moyens. Ceux qui ont des moyens, ce sont les investisseurs. Dans cette histoire, ceux qui gagnent le plus, ce sont les investisseurs. Et par conséquent, ceux qui payent pour Axum, ce sont les investisseurs. Donc, ne vous inquiétez pas pour Axum, les investisseurs s'en chargent. Mais c'est une question légitime, hein, parce que vous avez raison de vous méfier. Hein, quand un service est gratuit, il faut se demander qui est au menu. Hein. D'autres questions sur la façon dont Axum fonctionne j'ai souvent des questions sur la sécurité des données, après sur des soucis personnels, sur ce qu'il est possible de financer, est-ce qu'on peut financer du fonds de roulement, est-ce qu'on peut financer ceci ou cela, est-ce que bien sûr certains secteurs spécifiques. Déjà, moi, je veux poser la question, si j'ai un peu de truc pour pouvoir éclaircir une personne. C'est-à-dire, par exemple, c'est aussi une entreprise aujourd'hui qui arrive à déposer clairement c'est-à-dire à pouvoir proposer son projet au niveau de Axum. Comment elle peut savoir exactement que son projet est en bon cours, ou bien il y a eu déjà des personnes intéressées au financement de son projet. Est-ce que le promoteur peut savoir exactement à travers la plateforme? Attends, le son n'est pas très très bon. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est est-ce qu'une entreprise peut déposer son projet sur Axum? Si un promoteur peut déposer son projet sur Axum, mais là, comment elle peut savoir exactement que son projet est surveillé, par exemple, par des investisseurs? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je vais répondre à celle que j'ai cru comprendre. Et en fait, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'une entreprise qui n'est pas encore vraiment une entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a encore un projet, peut bénéficier des services d'Axum? Et là, j'ai envie de vous dire pas vraiment. Pour être franc, si tout ce que vous avez à présenter, c'est du PowerPoint, et des tableaux Excel, mais que vous n'avez pas encore gagné un seul franc guinéen, ça va être très difficile de convaincre qui que ce soit de vous donner de l'argent. Parce que vous n'avez pas démontré la capacité à en fabriquer. Et donc, on est souvent là dans une situation de cercle vicieux où l'entreprise, ou plutôt c'est pas encore une entreprise, où le porteur de projet attend des financements pour démarrer et les financements attendent qu'il démarre pour financer. Et donc là, on est dans une situation un peu bloquante. Et donc, d'une manière générale, je recommande aux entreprises de ne venir sur Axum qu'à partir du moment où il y a une vraie traction financière et il y a des revenus croissants et réguliers. Alors, pas forcément, il n'y a pas besoin d'avoir 2 ans d'historique derrière soi. Hein. Parfois, 6 mois, ça peut suffire. 1 an, c'est bien. Mais il faut quand même gagner au moins de quoi payer son propre salaire, de quoi faire tourner l'activité. J'ai envie de dire que si vous gagnez $3 000 par mois,
Là, vous commencez à intéresser des gens. Si vous gagnez $500 par mois, vous êtes vraiment petit, ça va être difficile de vous prêter de l'argent. Alors, certaines banques peuvent être intéressées, ce n'est pas impossible, mais vous êtes quand même dans la zone où c'est compliqué. Je vais donner un exemple. Par exemple, UBS veut, par exemple, est déjà une entreprise qui a une forte croissance, au fait. Maintenant, veut, par exemple, un investissement pour aller ses projets ou bien qui veut élargir sa gamme de production, par exemple. Et supposons qu'ils ont pu soumissionner leur projet à Axum, par exemple, c'est de voir comment UBS, par exemple, peut savoir exactement que son projet, par exemple, soumis, peut intéresser les investisseurs ou bien comment il peut savoir que c'est suivi au fait par les investisseurs de façon générale? Alors, sur Axum, vous avez, dans votre tableau de bord, vous avez une trace de ce qui se passe. Donc, vous savez si votre entreprise a été consultée par de nombreux investisseurs et vous avez des demandes de contact. Donc, si votre entreprise n'a été vue par aucun investisseur en un mois, ça veut dire probablement que vous avez mal renseigné votre profil d'entreprise ou bien que vraiment vous êtes, je sais pas, vous faites du trafic d'êtres humains et qu'il n'y a aucun investisseur qui est prêt à investir sur vous. Mais généralement, c'est plutôt que vous n'avez pas bien renseigné votre profil et que vous n'avez pas expliqué en quoi votre entreprise est intéressante. Parce que finalement, c'est assez simple. Mettez-vous à la place d'un investisseur. Si vous aviez $100 000, est-ce que c'est sur vous que vous le mettriez ou est-ce que c'est sur une autre entreprise? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que votre investissement, il est plus sûr qu'un autre, plus intéressant qu'un autre? Et comment est-ce que vous pouvez le prouver? Comment est-ce que vous démontrez que ces francs CFA, ces francs guinéens, excusez-moi, ces francs guinéens qui rentrent vont générer des francs guinéens sur un compte en banque en plus grand nombre? Et bien ça se démontre. Ça se démontre par le passé. Donc on montre que pour tant de francs guinéens investis, on obtient telle rentabilité. On démontre que la limitation du volume est liée peut-être au manque de force commerciale et que le coût des forces commerciales est de temps et que par conséquent, si on obtenait tel montant, ça nous permettrait d'obtenir tel résultat. Et par conséquent, on démontre qu'un investissement de X se transforme en bénéfice de Y. Et on se met à la place de l'investisseur. Est-ce qu'on se dit que ce X et ce Y, c'est un rendement qui est suffisamment intéressant? Est-ce que le délai est suffisamment court? Si c'est pour gagner 20% en 10 ans, non, ça va intéresser personne. Si c'est pour gagner 20% en un mois, oui, ça va intéresser tout le monde. Et évidemment, entre les deux, il y a tout un équilibre à trouver, le tout étant d'arriver à prouver la chose, c'est-à-dire d'avoir des arguments chiffrés, matériels, démontrables, qui vont convaincre, que ce soit un banquier ou un fonds d'investissement ou une fondation. Il y a un élément sur la plateforme au niveau des speeches. Je ne sais pas si c'est un baromètre qui est là, qui a le rouge, l'orange, jaune, vert et vert foncé. Est-ce que ça, par exemple, qu'est-ce que cela signifie sur la plateforme? Alors oui, je ne l'ai pas sous les yeux, mais effectivement, il y a une jauge qui va du vert au rouge qui indique la vérifiabilité de l'entreprise. C'est-à-dire, ça c'est pour l'investisseur. L'investisseur, quand il voit une entreprise, on va lui montrer une note, c'est-à-dire un score, qui va lui dire cette entreprise-là, elle est très vérifiable, ou bien elle n'est pas très vérifiable, ou bien elle n'est pas du tout vérifiable. La vérifiabilité, ça se mesure à la connectivité de l'entreprise à son écosystème. Donc concrètement, une start-up qui s'inscrirait sur la plateforme Axum toute seule, sans rien demander à personne, et qui dirait moi, je veux $1 million, je vaux $1 milliard, et je vous propose 3% de mon capital, c'est invérifiable, parce que mettons que cette entreprise, elle soit, je ne sais pas moi, quelque part en Guinée ou en République du Congo,
qui à Londres va aller faire le voyage pour s'en assurer? Personne. Donc concrètement, c'est ce qu'on appelle de la donnée invérifiable, ou en tout cas, elle est difficile à vérifier. Par contre, une entreprise qui serait installée à Conakry, qui serait suivie depuis 2 ans par le centre de gestion agréé, qui serait accompagnée par eBooster, qui bénéficierait d'un Business Angel depuis 1 an et demi, elle a 3 contacts clés qui peuvent confirmer ces dires, qui peuvent, s'il le faut, aller faire des démarches pour confirmer les choses ou pour récupérer des documents ou pour valider de l'information. Et donc là, l'investisseur est face à une entreprise hautement vérifiable, dont les données sont hautement vérifiables. Donc, on ne peut pas garantir que les données là qui sont partagées en ce moment sont exactes. Mais si jamais l'investisseur est intéressé et qui dit « Ok, là, ça m'intéresse, là, le rendement de cette entreprise, il est formidable, je veux en savoir plus, qui peut enquêter là-dessus ?» Et du coup, c'est vachement facile pour lui de dire à l'entreprise « Est-ce que ça vous convient que je demande au centre de gestion agréé de me transmettre vos documents financiers parce que je veux voir si vous correspondez à nos critères d'investissement ?» Et là, du coup, il a une information contradictoire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les déclarations du fondateur de l'entreprise, il a une information qui est plus crédible, qui est plus fiable. Et ici, il peut faire ça avec plusieurs structures. Du coup, là, il est vraiment en confiance, même s'il n'a pas la moindre idée de où se trouve la Guinée sur la carte, il est quand même capable d'investir sur l'entreprise. Alors, évidemment, je ne vous cache pas que personne n'investit en Afrique par accident. Tous les investisseurs qui seront amenés à voir vos entreprises sur la plateforme sont des investisseurs qui ont un intérêt pour l'Afrique, ou bien parce qu'ils sont eux-mêmes africains, ou bien parce que c'est une partie de leur ADN, ou bien c'est une conviction personnelle, ou bien ça fait partie d'une politique d'investissement globale. Mais tous ces investisseurs sont intéressés particulièrement par l'Afrique, et ils sont tous contrôlés. Et ça, c'est un des rôles de GreenTech. Nous contrôlons à la fois les startups, les acteurs de l'écosystème et les investisseurs. Donc, on s'assure que les gens sont bien ce qu'ils disent. Donc, on leur demande leurs documents juridiques. Donc, si vous êtes une start-up, vous allez voir qu'à la fin de l'inscription, on va vous dire on a besoin de vos statuts parce qu'on veut s'assurer que vous êtes bien l'entreprise que vous dites que vous êtes. Et on fait la même chose avec les investisseurs. On leur dit vous allez demander des informations confidentielles à des entreprises. On veut être sûr que vous êtes bien l'investisseur que vous prétendez. Donc, on va leur demander leur statut juridique et on va aller les vérifier. Donc, ça, c'est notre rôle de garant pour permettre, finalement, une fois que tout le monde est sur la plateforme, pour permettre aux gens de décider en toute confiance et en toute conscience s'ils décident de communiquer, de partager de l'information avec tel ou tel investisseur ou avec telle ou telle start-up. Je pense qu'il y a des questions. Il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Ma question est de savoir quelle est la garantie que vous pouvez donner aux entrepreneurs que les investisseurs qui sont sur votre plateforme ou qui seront enregistrés sur votre plateforme sont des investisseurs fiables. Bon, permettez-moi de donner un peu d'exemple. Très souvent, on est victime des investisseurs qui font perdre du temps aux entrepreneurs. Vous avancez à un certain niveau, au fond, voilà, il n'y a rien, bon, j'ai envie de dire juste, il n'y a rien derrière tout ça, il fatigue l'entrepreneur. Alors, la seconde question est de savoir, ma seconde question, si je peux me permettre de poser les deux à la fois pour me permettre de répondre, alors c'est au niveau de nos données. Qu'est-ce que vous faites des données? Quelle est votre politique de confidentialité? Voilà, donc la sécurisation des données voilà, qui vont être échangées sur votre plateforme. Merci. D'accord. Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième qui est plus simple. Donc, on a une politique de gestion des données qui est extrêmement stricte puisque dans le cadre d'un investissement, les données échangées sont des données hautement sensibles. Vos documents juridiques et vos documents financiers, vous n'avez absolument pas envie qu'ils se retrouvent à gauche ou à droite. Vous voulez garder le contrôle absolu sur ces informations. Donc, pour nous, ces informations, elles sont absolument privées et c'est pour ça qu'on a introduit la notion de data room. Donc, dans Axum, vous avez une data room qui sont en fait un dossier
dans lequel sont stockés vos documents confidentiels et vous êtes les seuls à y avoir accès. Donc ces données, elles sont stockées sur des serveurs cryptés et sécurisés et vous seuls y avez accès, mais vous pouvez partager l'accès à certains documents ou à plusieurs documents à certaines personnes. Ces personnes, ce sont des investisseurs qui en feront la demande et à qui vous accorderez l'accès si vous le souhaitez. Donc, par exemple, je dis une bêtise, l'investisseur IEP vous contacte, il vous dit voilà, on est intéressé, on voudrait en savoir plus. Est-ce que vous pouvez on a vu que vous aviez une bonne traction, on voudrait avoir vos chiffres, est-ce que vous pouvez partager votre bilan financier? C'est à vous de décider si l'investisseur correspond à ce que vous cherchez et si vous lui faites confiance et si vous lui partagez vos données. Et puis, si vous ne voulez plus, vous lui retirez les droits et vous pouvez également supprimer les données de votre profil et les données sont définitivement supprimées. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de récupération possible. Les données sont détruites définitivement. Ça, c'est pour répondre à la politique de gestion des données. Donc, vous seul avez accès à vos données, vous seul pouvez gérer les droits d'accès à vos données et les données font l'objet, au final, d'une destruction définitive. La première question, c'est est-ce que les investisseurs seront fiables? Alors, j'ai envie de retourner la question en disant, mais oui, mais j'ai la même question de la part des investisseurs qui nous disent, est-ce que les startups que vous nous présentez sont fiables? Parce que des fois, on discute avec des startups, ils sont intéressés, on partage des trucs, on passe du temps, et puis au final, il ne se passe plus rien. Et donc, on perd du temps. Donc, en fait, tout le monde a la même problématique. La problématique de savoir est-ce que les gens sont fiables. Donc, vis-à-vis des investisseurs, moi, ce que je peux vous dire, c'est d'une part que les investisseurs qui viennent sur la plateforme, c'est des investisseurs que nous invitons nous-mêmes, GreenTech Capital Partners, sur la base de notre carnet d'adresses d'investisseurs personnels. Donc, nous avons 350 investisseurs de toute taille dans notre portefeuille d'investisseurs, et ce sont ces personnes-là que nous invitons sur la plateforme. Maintenant, et on vérifie leur identité, on vérifie leur statut, leurs documents juridiques, on s'assure que ce sont bien les bonnes personnes. Maintenant, rien n'empêche, et c'est des choses qui arrivent, hein, on en voit, qu'un investisseur soit intéressé par une start-up, que ça y creuse, et puis qu'au final, l'investisseur se rende compte que finalement, non, les revenus de la start-up ne lui permettent pas d'atteindre le taux de rentabilité qu'il espère, et donc ça s'arrête là. Ou bien la banque rentre en contact avec la start-up, elle est intéressée, elle veut lui prêter l'argent, et puis tout le monde pense que en fait, les garanties, ça va passer, et puis finalement, non, le comité d'investissement de la banque refuse le dossier, et ça passe pas. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, moi, je ne peux pas vous garantir que ça n'arrivera pas. Ce que je peux vous garantir, c'est que tous les investisseurs qui vous contacteront seront des vrais investisseurs et seront les investisseurs qu'ils prétendent qu'ils sont, que ce sont tous vraiment des investisseurs qui ont vraiment des moyens et qui souhaitent vraiment investir en Afrique. Après, le taux de succès des négociations d'investissement, il n'est pas de 100%. Et donc, les investisseurs comme les startups, ça leur arrive de perdre du temps et ça arrive un petit peu plus souvent que tout le monde le souhaiterait. Un des objectifs de la plateforme, c'est d'éviter cette perte de temps. C'est justement de faire en sorte que le cycle d'investissement soit plus rapide. Puisque d'emblée, l'investisseur, il peut faire contrôler les informations tout de suite, donc il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois que l'investisseur il se soit déplacé, qu'il ait mobilisé les bonnes personnes chez lui, qu'il ait signé des accords avec des cabinets comptables locaux. Non, il a tout ce qu'il faut sous la main. Donc, il a normalement très vite les éléments qu'il lui faut pour prendre une décision. Donc, d'ailleurs, c'est la principale raison d'être d'Axoom, hein, c'est de fiabiliser et d'accélérer les cycles d'investissement dans les startups. Maintenant, c'est jamais du 100%, et je le déplore, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à faire du 100%, parce que entre ce que les gens font, ce qu'ils pensent qu'ils font, ce qu'ils disent qu'ils font, ce que les autres comprennent de ce qu'ils disent et de ce qu'ils décident au final, il y a toujours un décalage.
Donc, à un moment donné, il y a des gens qui sont intéressés, on se rapproche, et puis finalement, c'est pas bon, on discute avec un autre, et on a perdu du temps sur le chemin. Et c'est une des règles du jeu, c'est qu'il ne faut pas espérer une signature à chaque négociation. On parle de souvent beaucoup d'argent, donc beaucoup de risques, et un risque partagé. Hein. Le risque, c'est aussi pour l'investisseur de se retrouver avec un actionnaire qui n'est pas le bon. Le risque pour l'investisseur, c'est de se retrouver avec un investissement à perte. Et donc, on vérifie. Et quand on vérifie, des fois, ça ne colle pas. C'est un fait. Donc, voilà. On est là pour garantir, on est là pour réduire le risque, on est là pour réduire le temps. Mais on reste dans une logique où il y a une sorte de pari mutuel. Je parie que cette entreprise, ça va marcher, je parie que cet investisseur, ça va marcher, et donc je lui accorde le temps ou je lui accorde le partage d'informations nécessaires à avoir si vraiment ça conclut ou si ce sera avec un autre. D'accord. Si je peux me permettre, oui. Alors, si je peux me permettre, est-ce que Aksum, vous avez pensé à qu'est-ce que vous pensez du blanchiment d'argent dans vos types d'investissements? Est-ce que vous avez des filtres pour éviter que les gens blanchissent leur argent en investissant sur les entreprises? Et si oui, est-ce que vous avez tenu compte de cette problématique-là? Comment vous l'abordez? Alors, nous, on fait un certain contrôle à notre niveau, mais on n'est pas un gendarme financier. Par contre, on est surveillé par des gendarmes financiers. Donc, il y a des... nous sommes enregistrés et nous sommes surveillés comme une entreprise financière. De même que tous les investisseurs avec lesquels on travaille, ils sont surveillés par Tracfin, ils sont surveillés par un certain nombre de mécanismes essentiellement européens de lutte anticorruption. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on suppose qu'il n'y a pas ou peu de blanchiment. Maintenant, je ne suis pas, moi, en mesure de vous dire que je contrôle personnellement que personne ne blanchit de l'argent. A priori, j'aurais tendance à penser que ça arrive quand même assez fréquemment, que ces blanchiments d'argent se passent en dehors de l'Afrique, mais qu'en Afrique, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Je ne suis pas certain que l'Afrique soit le meilleur endroit pour blanchir son argent, parce que des investissements en Afrique, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, quelqu'un qui avait investi en Afrique, tout de suite, il est assez visible. Donc, si vous investissez aux États-Unis, vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans la mer. Si vous investissez en Afrique, vous êtes, il n'y a pas tant d'investisseurs que ça, et vous êtes tous, vous savez tous qu'il y a assez peu d'investisseurs solides en Afrique, et par conséquent, les transactions financières d'investissement africaines, elles passent pas inaperçues. Et puis l'Afrique, par ailleurs, est très surveillée par tous ces mécanismes de corruption, de lutte anticorruption, parce que justement, en provenance d'Afrique, il y a également pas mal de corruption. Par conséquent, je pense que vraiment, Aksum n'est pas une bonne plateforme pour blanchir votre argent. Enfin, je ne parle pas pour vous, bien sûr. Hein. Vous me permettez? Oui, allez-y. Ok, bonjour, moi c'est Aboubakar Kouyaté. Je suis votre intervention avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais savoir, parce que j'ai cru comprendre que votre plateforme, c'est une plateforme d'intermédiation entre les investisseurs et les entreprises, les entrepreneurs. Vous avez parlé des garanties que vous offrez aux investisseurs, parce que vous allez faire un tri préalable des entreprises et tout ce qui s'ensuit. Quelles sont les garanties préalables que vous offrez aux entreprises? Parce que je suppose que l'investissement, on ne finance pas une entreprise, on finance un projet. Qu'est-ce que vous offrez comme garantie préalable aux entreprises qui ont des projets et qui pourraient mettre leurs projets à la place publique? Leurs projets peuvent se retrouver à la place publique, par exemple. Je ne sais pas trop, mais prendre le risque d'envoyer un projet à un endroit que vous ne maîtrisez pas, et que si au retour, vous n'avez pas de financement ou que votre projet se retrouve ailleurs, quelles sont les garanties juridiques que vous offrez aux entreprises dans des cas pareils?
Ensuite, en ce qui Attendez, concerne... parce que je n'ai Oui. pas une grosse mémoire, je vais répondre aux questions les unes Oui, après les d'accord, autres, si vous voulez bien. Donc c'est une bonne question, c'est une question que se posent beaucoup d'entrepreneurs. Nous n'offrons pas de garantie juridique en tant que telle parce que les investisseurs et les investisseurs sont dans plein de pays du monde, les entrepreneurs sont dans plein de pays d'Afrique, et on n'a pas une capacité à garantir d'un bout à l'autre du monde la confidentialité des données, à part dans notre propre plateforme. Mais donc, effectivement, on pourrait imaginer qu'un investisseur indélicat soit intéressé par votre entreprise, que vous lui faites confiance, vous lui partagez vos données, que lui donne les données à son cousin qui monte une start-up avec votre idée. Donc, c'est ça l'essence de l'inquiétude de nombreux investisseurs. Alors, je vais répondre à votre inquiétude de plusieurs façons. La première chose, c'est qu'un investisseur qui a des moyens, il n'a pas besoin d'avoir votre idée. En fait, tout le monde a des idées. Vous avez des idées, moi-même j'ai des idées. Si j'avais $1 million, je n'ai pas besoin de votre idée. La raison pour laquelle on investit sur vous, ce n'est pas pour votre idée, ce n'est pas pour votre projet, c'est pour votre entreprise. Et justement, je reprends ce que vous disiez, on n'investit pas sur un projet, on investit sur une entreprise, c'est-à-dire sur un business qui tourne, sur un entrepreneur qui a démontré qu'il a la capacité morale, énergétique à gérer une entreprise, à trouver des clients, à faire tourner un business. On investit souvent plus sur une équipe que sur un business model. Et par conséquent, l'investisseur qui a $1 million entre les mains, s'il voulait juste une idée pour investir, en fait, il en a déjà, et son cousin aussi, il n'a pas besoin de la vôtre. Autrement dit, c'est ce qu'on dit souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, une idée ne vaut rien. Parce que personne n'est intéressé par votre idée, pas plus que pour mes idées. Personne n'en veut des idées. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un business, c'est une énergie, c'est un dynamisme, c'est un truc qui tourne. Juste une idée, en fait, moi j'en ai plein, mon patron en a plein, mes employés en ont plein, mes clients en ont plein, mes fournisseurs en ont plein, tout le monde a des idées. En fait, vous et moi, on a des idées de business qu'on aimerait mettre en place, et en fait, on a tous ça. Le fait est que c'est pas quelque chose qui se vole. Tout le monde est inquiet de ça, hein, parce qu'on a l'impression qu'on a une idée plutôt unique, et c'est vrai que des fois, c'est des idées absolument uniques. Mais moi, en 25 ans de carrière, en Afrique et à l'international, je n'ai jamais vu une idée se faire voler. J'ai vu des entreprises se faire voler, mais des idées, jamais. Juste quelqu'un qui dit « Ah oui, lui, il a pensé à un tel, ça me donne l'idée, tiens, je vais le faire. » Non. Et quand bien même quelqu'un volerait votre idée, lui, ce qu'il vole, c'est votre idée. Ce qu'il vole, ce n'est pas votre énergie, votre compétence, votre dynamisme d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette idée s'il n'a pas votre dynamisme, s'il n'a pas votre énergie, s'il n'a pas votre détermination? Il va la planter. Il ne va rien en faire. Donc concrètement, une idée, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et donc concrètement, ça ne se vole pas. L'autre raison pour laquelle un investisseur ne vole pas d'idées, c'est que imaginez que ça se sache. Imaginez qu'on sache que, par exemple, l'investisseur X a volé l'idée de un tel. Même si on n'est pas sûr, hein, mais c'est un tel qui se plaint sur les réseaux sociaux que l'investisseur lui a volé son idée. Imaginez à quelle vitesse ça va se transmettre dans tout le pays et dans toute l'Afrique. L'investisseur, en un seul bad buzz, il a ruiné complètement sa chance de signer avec qui que ce soit. Il ne peut plus discuter avec personne. Ah, vous êtes l'entreprise dont le un tel se plaint que vous avez volé son idée. Après, vous pouvez expliquer que ce n'est pas vrai, que vous êtes quand même foutu. Donc concrètement, une start-up, c'est comme un investisseur. Ce qui fait votre valeur par rapport à votre partenaire, c'est la confiance qu'on peut vous accorder. Et si on ne peut pas vous accorder de confiance parce que vous avez volé quelque chose à quelqu'un, vous pouvez fermer boutique, hein, changer de métier, changer de pays, changer de nom, c'est foutu pour vous. Donc aujourd'hui, un investisseur qui a en responsabilité des millions de dollars, et même un business angel, hein, qui a des partenaires, enfin, qui a des actions dans quelques entreprises,
si jamais on sait qu'un tel, il a volé une idée, c'est une catastrophe et c'est indélébile. C'est quelque chose qui, 10 ans plus tard, la toile se souviendra encore qu'un tel a possiblement volé l'idée d'un tel. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas se permettre quand il y a des enjeux financiers. Les gens ils font tous des efforts sincères pour être irréprochables. Parce que la seule chose qu'ils ont à vendre, enfin la première chose qu'ils ont à vendre, qui est la plus essentielle, c'est la confiance qu'on peut mettre en eux. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez la même logique. Hein. Donc les entrepreneurs, évidemment, tout le monde reprend les idées de tout le monde. Hein. Combien de fois, moi, j'ai quelqu'un qui m'a contacté en me disant vous connaissez Amazon? Ben moi, je veux faire la même chose qu'eux. On m'a fait ça 100 fois sans doute. Donc les gens s'inspirent les uns des autres. Maintenant, vous voyez cette histoire d'idée d'Amazon, les gens pensent à reprendre l'idée des autres, mais trop tard. C'est 15 ans, 20 ans, 25 ans plus tard. Et une fois que les personnes ont réussi, vous pouvez toujours essayer de copier leur idée et vous arrivez trop tard. Et tant qu'ils n'ont pas réussi, quand Amazon commençait à faire du e-commerce aux États-Unis en 1995, personne s'est dit je vais piquer l'idée de ce mec. Les gens se disaient pauvre type, il est fou. Et quand bien même, ah ouais, ça a l'air sympa son idée, mais j'ai pas envie de bosser comme lui. Enfin, je vais pas aller mettre ma vie au service d'une idée complètement démente. Moi, j'ai d'autres idées parce que je suis dans tel domaine, je vais faire tel truc. Tout le monde a ses propres idées et on n'a pas envie de piquer les idées des autres. Le business des autres, bon, quand les autres gagnent $1 milliard par jour, bon, ça donne envie de les piquer. Oui, mais c'est trop tard. C'est plus une idée, c'est un business. Et ça se pique pas. Enfin, c'est très difficile. Voilà. Donc, je réponds de manière un petit peu biaisée à votre question. Hein. Il n'y a pas vraiment de réponse juridique valable parce que quelle entité pourrait arbitrer un contentieux entre une structure, un financier anglais et une start-up guinéenne? Même le tribunal de La Haye, il n'irait pas mettre son doigt là-dedans. Mais pour une question de réputation et une question d'avenir de business et pour une question simplement de logique économique, les idées sont des choses qui sont plutôt bien gardées, plutôt à l'abri. Je crois que vous aviez une deuxième question. Monsieur Pierre, une deuxième question. Est-ce que je peux... Alors, vous me recevez? Je vous entends, allez-y. Oui. En fait, je reviens parce que j'avais été coupé, je n'ai pas suivi le reste de votre communication, mais ce n'est pas grave. Ce que je voudrais dire, tout part des idées. Les idées ne valent rien en entreprise, mais tout part des idées. Et dans ces conditions, jusqu'où toute entreprise part d'une idée pour se développer, tout projet part d'une idée pour se développer, pour partir. Jusqu'où, en tant qu'intermédiaire, se limite votre responsabilité dans la mise en relation entre les entrepreneurs et les financiers. Votre responsabilité se limite où? Nous, on va jusqu'à contrôler le statut légal des investisseurs. Donc, si un investisseur nous dit moi, je m'appelle IEP et mon entreprise a été créée à New York, on va lui demander ses documents juridiques de New York et on va vérifier qu'il s'agit bien de documents qui correspondent à un investisseur. Et en fait, concrètement, on ne va pas laisser quelqu'un s'inscrire comme ça. C'est nous qui allons les chercher du côté des investisseurs. Donc, ce sont des gens qu'on connaît. On a des gens, il y a des gens chez GreenTech qui sont dans la haute finance internationale. Il y en a qui sont dans le domaine des ONG et des fondations. On a des gens qui sont dans ce milieu et qui sont très bien placés. Et donc, les personnes qu'on invite à rejoindre Axiom, elles sont triées sur le volet. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau des startups aussi, on ne veut pas qu'une startup toute seule vienne s'inscrire et dire, bah voilà, moi, je suis le nouvel Amazon guinéen, je gagne $1 milliard par jour, j'ai besoin d'une somme astronomique. Parce que, pareil, du point de vue d'un investisseur, ça n'aurait pas de sens en termes de crédibilité.
Et peut-être que ça va amener l'investisseur à donner des informations, ses propres informations qui sont confidentielles à quelqu'un qui n'est pas légitime. Donc, on fait ce contrôle des deux côtés. On s'assure que les gens sont légalement les personnes qu'ils prétendent être et qu'ils correspondent à ce qu'ils disent qu'ils font et qu'ils sont accrédités par des gens autour d'eux, par des gens que nous connaissons. Donc, ils sont dans un réseau et qu'ils correspondent. Donc, par exemple, quand une start-up se connecte, on va leur dire, bon, mais, vous êtes une vraie start-up, super. En tant que start-up, probablement, vous êtes passé par un incubateur, peut-être par un accélérateur. Eh bien, donnez-nous les noms, on va les faire venir sur la plateforme, ils vont se connecter à vous et ils vont se porter garant des informations qui vous concernent. On fait la même chose avec les investisseurs, même si j'avoue que souvent les investisseurs, hein, ce sont des sociétés qui brassent des millions de dollars, donc le contrôle est un petit peu plus facile parce que généralement, elles sont très connues. OK. Donc, si je comprends, après cette mise en relation, c'est plus préliminaire, et cette mise en relation, à supposer que notre entreprise s'inscrive, que vous faites la mise en relation avec des investisseurs sérieux, votre rôle se limite là ou bien vous continuez après? Alors, normalement, notre rôle s'arrête là. C'est-à-dire que si on devait continuer après, on devrait vous faire payer quelque chose. Donc, on s'arrête là et on vous laisse discuter directement avec l'investisseur. Alors, évidemment, s'il y a un problème, par exemple, je ne sais pas, où il y a un problème de langue ou bien il y a un problème de malentendu sur un document, on n'est pas loin, hein, parce que nous, notre objectif, c'est de faire démarrer quelque chose et de faire grandir l'investissement en Afrique. Donc, on a un rôle de facilitateur. Mais théoriquement, dans le cas où tout se passe bien, notre rôle s'arrête là. Alors, je vais profiter qu'il n'y a pas encore de questions. Je vais vous donner une information, plutôt je vais vous faire une demande à tous. On est actuellement dans un groupe Google Meet, enfin dans une conversation Google Meet. Ce que je vais demander à chaque entrepreneur ou chaque start-up qui est présente dans cette discussion, si la plateforme Axum vous intéresse, je vais mettre à votre disposition un assistant dédié pour vous aider à embarquer sur la plateforme. Et pour ça, ce que je vous demande, c'est de nous partager dans un message de conversation dans le groupe, de nous partager le nom de votre entreprise et le numéro WhatsApp sur lequel vous joindre. D'accord? J'ai toute une équipe qui est à votre disposition pour vous aider à créer votre compte, etc. Et donc, pour ça, dans les commentaires, là, juste en dessous de moi, j'ai mis mon nom avec mon numéro WhatsApp. Je vous demande de faire la même chose. Mettez le nom de votre entreprise et votre numéro WhatsApp. Ensuite, un membre de mon équipe va vous contacter pour vous aider à créer votre compte dans Axum et à documenter tout ce qu'il faut pour que les investisseurs soient intéressés par votre profil. D'accord? Donc, pendant qu'on finit de poser les dernières questions, merci à tous d'écrire dans les messages de Google Meet pour mettre votre numéro WhatsApp et le nom de votre entreprise. C'est gratuit, hein, il y a quelqu'un qui vous contactera et qui vous aidera de façon tout à fait gratuite ensuite. Est-ce que pendant que tout le monde met ses coordonnées, vous avez des questions? Je voulais poser une autre question relative au projet comment on appelle, de recherche, par exemple. Par exemple, une entreprise qui est en train de développer, par exemple, un nouveau prototype de produit et tout ça, est-ce que ces genres de projets sont intéressés par Axum? Alors, la plupart des investisseurs, ils investissent pour un projet qui accélère, pas pour un projet qui change de projet. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire, voilà, on a actuellement un business qu'on voudrait accélérer. Ça, c'est plutôt facile à financer. Plutôt que, voilà, on a un projet, mais on va changer de projet et on voudrait un financement pour ce nouveau projet. C'est quasiment une nouvelle entreprise, même si on a quand même l'autre business qui rassure. Donc, c'est quand même plus facile que de partir de zéro, mais c'est quand même moins facile qu'un simple projet d'accélération ou de passage à l'échelle ou d'internationalisation.
D'accord, c'est compris. On va bientôt terminer. Donc, s'il y a des questions qui n'ont pas été posées, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. On va essayer d'y répondre rapidement. Autre question, si vous avez? Ok, je peux? Oui. Allez-y. Ok, c'est Benoît Ludjan, gérant de UBS Group. En fait, moi, je suis un consultant en organisation. J'accompagne les entreprises et j'ai des projets dans mon activité. J'ai plus de 13 ans d'expérience en logistique et transport. C'est des compétences que j'ai eues dans les services. C'est ce que j'ai transcrit, j'ai mis dans le groupe UBS. C'est ce que je suis en train de vendre. J'accompagne les entreprises dans les démarches qualité. En fait, je prépare les entreprises à s'organiser avant que les gens qui viennent certifier en ISO 9001, avant qu'ils ne viennent, moi, je fais tout ce qui est procédure, processus et instruction de travail. Donc, c'est ça, globalement, mon activité. Et c'est pas globalement du standard je fais, c'est ce que j'ai appris sur le terrain pendant plus de 13 ans. Aujourd'hui, j'accompagne des particuliers qui ont investi dans l'immobilier pendant un certain nombre de temps. Je connais quelqu'un, par exemple, qui a investi dans une école, mais après, il s'est bloqué dans le financement. Et globalement, il a fini tout ce qui est l'immobilier, c'est la partie opérationnelle qui reste. Donc, on a monté le projet, on a besoin d'un fonds par rapport à ce projet d'investissement. Il y a 36 salles de classe. Est-ce que votre plateforme accompagne ces genres d'investissement? La plateforme, elle est agnostique. Nous, on accepte tout le monde par défaut. Mais si votre projet aujourd'hui, c'est de construire 36 salles de classe et qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule salle de classe qui tourne, il n'y a pas un seul élève et il n'y a pas un seul prof, c'est délicat. Je n'avais pas compris. Déjà, il y a 36 salles de classe qui est construite. C'est la partie opérationnelle qui reste. Faire fonctionner, mettre des élèves dedans et faire fonctionner l'école. C'est ce qui reste. D'accord, mais du coup, c'est quand même compliqué parce que il n'y a pas un seul revenu, il n'y a pas d'argent actuellement qui circule et donc vous n'avez pas prouvé que vous êtes capable de remplir l'école même si vous aviez des fonds. Vous avez prouvé que vous êtes capable de construire, mais vous n'avez pas démontré pour un financier. Hein, je me mets dans la tête d'un financier. Mais ok, ces gars-là, ils ont l'air d'être bons en immobilier puisqu'ils ont été capables de construire une école complète. Mais est-ce que c'est des bons gestionnaires d'école? Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour remplir une salle de classe, recruter des profs et faire payer des parents d'élèves? Ben, c'est pas sûr. Ça reste un projet. Je pense que ma question est comprise jusqu'à présent. Pardon, alors allez-y. Moi, je suis un consultant en organisation. J'accompagne les entreprises et les particuliers. Il y a un particulier qui a investi. Il a construit 36 salles de classe. Mais après, il s'est bloqué. Il n'a pas fait fonctionner l'école. Maintenant, il est venu me voir pour que je puisse l'accompagner, pour que l'école fonctionne. Et dans l'évaluation de l'accompagnement, il y a un besoin d'investissement. Est-ce que, oui, vu que je le parraine, est-ce que vous pouvez accompagner ce type d'investissement? Alors, je répète, hein, nous n'accompagnons pas, mais nous allons vous faire rencontrer des investisseurs. Mais c'était quand même la bonne réponse que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que la plupart des investisseurs, s'ils voient que le particulier que vous accompagnez, il a construit une école, mais qu'il ne l'a jamais fait tourner, ça n'inspire pas confiance. S'il avait fait tourner 2 salles de classe, l'investisseur se dirait « Ok, je peux peut-être financer pour qu'il en fasse tourner 2 autres, et puis après, on va voir. » Mais quelqu'un qui n'a jamais fait tourner une seule salle de classe, le financer pour qu'il en fasse tourner 36 d'un seul coup, je pense que beaucoup de financiers vont être un peu rebutés par ça. Même si l'entreprise est accompagnée,
et l'entreprise en soi n'a pas de revenus. Donc, il n'y a pas vraiment de choses à accélérer. C'est comme un nouveau projet. Alors, c'est vrai que là, vous avez quand même un actif qui est vachement intéressant. C'est-à-dire que vous avez un bâtiment qui existe et sur lequel il y a 36 salles de classe. C'est pas n'importe quoi. Et donc, il y a peut-être quand même des organismes financiers du type bancaire que ça peut intéresser parce que là, visiblement, il y a une garantie. Donc, on peut vous prêter de l'argent sur cette base-là. Mais des investisseurs classiques qui vont se dire, OK, ce projet est super rentable, ben non, puisque le projet n'a pas encore commencé, ça reste du papier, et donc la rentabilité, elle est hypothétique, et ça, la plupart des investisseurs, ça les refroidit. Mais obtenir de l'argent d'un investisseur qui est en fait une institution bancaire, oui, ça me semble possible. OK. Dans votre présentation, j'ai cru comprendre que il y a les fondations, il y a des fondations. Oui. OK. Si, par exemple, on arrive à monter un projet qui accompagne, qui facilite l'emploi, par exemple, si on essaie de développer un projet qui facilite l'employabilité des jeunes qui vont venir se cadrer par rapport à l'intégration des entreprises. Est-ce que vous avez une fondation qui accompagne dans ce sens? Oui, alors effectivement, il y a pas mal de fondations qui sont engagées sur l'éducation en Afrique et sur l'accès à l'emploi en Afrique. Donc ça peut tout à fait les intéresser. Là encore, un des freins, ça va être l'absence de revenus et d'activités actuelles. Il y a beaucoup de fondations qui ont comme critère de n'appuyer que des activités en cours et non pas des activités futures. Mais je pense que c'est pas exclusif et que on doit pouvoir en trouver. C'est pas impossible. Donc vous n'êtes pas dans la zone facile, mais vous n'êtes pas non plus dans la zone rouge. Je pense que ça peut se discuter. Ok. Le fait que l'école soit construite, ça constitue une sorte de démonstration d'une certaine volonté. C'est aussi une garantie financière. C'est un argument qui permet de compenser en partie l'absence de revenus actuels. Cela dit, d'une manière générale, et ça c'est un conseil personnel que je vous donne et que je donne d'ailleurs à tous les autres, s'il est possible de démarrer une activité à petite échelle, c'est toujours mieux que pas d'activité du tout lorsqu'on parle à un financier. Donc, si vous pouvez démarrer avec 2 salles de classe, avec des moyens très réduits, ben, ça démontre déjà des choses qui vont rassurer, que ce soit des financiers ou des banques. Parce que vous allez montrer que vous êtes capable de faire au minimum, que vous comprenez la logique, que vous avez réussi à recruter des parents d'élèves, que vous avez de l'argent qui rentre, que vous êtes capable de... Enfin, je dis vous, mais c'est votre client, hein, mais qu'il y a une gestion comptable qui est en place, bref, qu'il y a pas mal de contenu intéressant, même si les montants sont tout petits, parce qu'effectivement, 2 salles de classe, on ne parle pas de revenus importants, mais ça démontre une certaine détermination à avancer, même si on est encore loin du compte, ça facilite les choses. Donc, c'est peut-être pas pertinent pour votre salle de classe, hein, mais là, je m'adresse vraiment à tout l'auditoire. Si vous avez un projet que vous voulez faire financer, projet au sens où il est dans votre tête, ou bien sur le papier, ou sur du PowerPoint, essayez de démarrer quelque chose avec votre propre moyen, avec l'appui de votre famille, avec l'appui des gens que vous connaissez, même si c'est tout petit, parce que c'est beaucoup plus convaincant pour un financier de discuter avec un entrepreneur que de discuter avec un porteur de projet. Ce n'est pas que du vocabulaire, hein, ça a vraiment du sens. Le porteur du projet, il porte un projet et puis il attend. L'entrepreneur, il a les mains dans la boue ou dans le cambouis selon son business et il travaille du soir au matin. Même si c'est pas rentable, même si c'est des petits volumes, ça montre des choses et les financiers aiment bien ça. Ok, merci. Bonsoir, moi je suis Monsieur Silla, je suis responsable communication de Boniba Event, une entreprise, une PME qui évolue dans la formation, dans la pâtisserie, dans l'événementiel également. Je voudrais savoir quel est le niveau de satisfaction aujourd'hui que vous avez auprès de ces différentes PME, ces ONG, ces fondations,
à qui vous prêtez ces différents fonds? Alors, c'est assez simple. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de taux de satisfaction puisque la plateforme est actuellement en version bêta fermée et qu'elle n'est pas encore officiellement ouverte. En fait, on l'ouvre aux investisseurs la semaine prochaine. Donc évidemment, ça fait des mois, enfin ça fait même plus d'une année que la plateforme est en développement et en préparation. Mais aujourd'hui, même si je crois qu'il y a déjà des deals qui ont été faits, honnêtement, il n'y a pas de statistiques possibles puisque concrètement, la plateforme n'est officiellement pas lancée. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que cette plateforme, elle est éditée par GreenTech Capital Partners, qui est une structure à laquelle j'appartiens, qui est un fonds d'investissement et une structure d'appui aux startups africaines. Et nous avons d'excellents retours de tous nos partenaires, que ce soit des financiers, des investisseurs ou des startups. Moi-même, j'ai mené un programme ces 12 derniers mois qui s'appelle le Digital Boost Programme, pendant lequel on a appuyé 150 startups et entreprises et on a d'excellents retours. Donc, j'ai envie de dire que je ne suis pas inquiet du tout, mais concrètement, pour répondre très factuellement à votre question, nous n'avons pas encore de track record, nous n'avons pas encore d'historique pour vous prouver que ça cartonne. Nous espérons que ça va cartonner. On a vraiment une longue expérience de l'investissement et de l'accompagnement de startups en Afrique et on a également beaucoup d'investisseurs dans notre manche. Donc, on pense que ça va cartonner, mais je ne peux pas vous garantir que ça va cartonner. En tout cas, on est une équipe actuellement, il y a 15 personnes à plein temps, entre l'équipe technique, l'équipe commerciale, l'équipe support. Depuis 1 an, 15 personnes à plein temps sur le projet. Donc, c'est quand même un gros projet sur lequel on est assez confiant, quoi, ça va marcher. Mais je n'ai pas d'éléments pour vous dire, voilà, actuellement, il y a sur X entreprises, il y a eu tant d'investissements, il y a tant de milliards qui ont été levés depuis le début de l'année, ce genre de choses. On espère qu'on avant la fin de l'année, mais à l'heure actuelle, vous faites partie des entreprises qui sont invitées dans une application qui est actuellement fermée au public. Donc actuellement, s'il y a des entreprises qui s'inscrivent, leur inscription ne sera pas validée. Elles ne seront validées que si elles le font dans le cadre de e-Booster ou de quelques autres structures d'appui aux startups avec lesquelles nous avons un partenariat et dont nous aidons les startups. D'accord. Je pense qu'on a fait plus de temps. S'il y a d'autres questions, on cherche à clôturer la présentation. Oui. Alors, je pense en effet qu'on a pas mal pris de temps. Je ne vais pas vous en prendre plus. Je sais que le temps des entrepreneurs est précieux. Donc, je rappelle à tous les entrepreneurs et toutes les startups, partagez-nous le nom de votre entreprise et votre numéro WhatsApp dans le chat Google Meet. Et un membre de mon équipe prendra contact avec vous pour vous aider à créer votre profil dans Axum et à vous présenter à des investisseurs. Donc, c'est gratuit, c'est de l'appui gratuit. C'est justement parce qu'on est en phase bêta, on prend soin de nos clients un par un. Et ensuite, s'il y en a qui ont des questions qu'ils n'ont pas posées mais qui leur viennent à l'esprit par la suite, je vous repartage mon numéro WhatsApp dans le groupe, dans la discussion Google Meet. Vous pouvez le copier-coller et sinon vous contactez simplement eBooster. eBooster, ils ont nos contacts, ils vous partageront tout. Je suis également assez facile à trouver sur LinkedIn. Vous pouvez faire une petite recherche sur LinkedIn, vous allez trouver mon nom très vite. On est assez transparent. N'hésitez pas, si vous avez une question qui vous vient demain ou dans une semaine, vous nous envoyez un petit message. Et puis de toute façon, si vous avez partagé votre numéro WhatsApp, on va prendre contact avec vous et vous aurez l'occasion de poser toutes les questions du monde. OK? Mais dans le pire des cas, eBooster, c'est votre référence. C'est eux qui ont tous les points. Merci beaucoup, et pour essayer d'envoyer aussi à Rosine la carte de l'année des personnes qu'on avait contactées, pour les aider aussi. Excusez-moi, je vous entends très mal, votre voix est un peu déformée.
je vais envoyer les entreprises déjà que j'avais enregistrées à Rosé pour qu'elles puissent contacter les entrepreneurs ici. Oui, on va voir si on peut également enregistrer ce webinaire et vous le partager pour que vous le transmettiez aux personnes qui étaient là. Peut-être qu'elles ont raté des informations et peut-être le transmettre aux entreprises qui n'ont pas pu être là. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. J'ai été ravi de faire votre connaissance à tous. C'est vraiment un honneur. J'espère qu'on va pouvoir vous accompagner sur le chemin du succès et de la levée de fonds. Je laisse le mot de la fin à eBooster. Bon, sincèrement, je vous remercie. Je pense que déjà, à travers cette discussion, déjà, les entrepreneurs ici seront informés de ce que Axum fera et quelles sont les opportunités qui sont à travers Axum. Je pense que si la vidéo déjà est prête, nous allons essayer de partager avec les autres incubateurs, les autres accélérateurs pour qu'il y ait plus de personnes à s'intéresser aux autres à Axum pour qu'ils puissent présenter leur projet au financement. C'est un très bon point, je reviens dessus, mais il faut dire à tous les incubateurs et autres accélérateurs qui vous ont aidé par ailleurs de vous rejoindre sur Axum pour vous soutenir. Merci à tous et à très vite en ligne. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Ok, au revoir.